Merci d'avoir bien voulu suivre. Et effectivement, beaucoup de littérature, beaucoup d'analyses. Il me semblait, moi, depuis très longtemps, qu'il y avait des lacunes dans le marketing, marketing commercial et dans le suivi des comportements sur le véhicule des acheteurs. Et on a eu cette idée de combler cette lacune, et notamment dans la dimension de l'analyse des fidélités. Donc je vais pas passer trop de temps sur l'introduction. Florence a très très bien planté le décor. On a la chance d'avoir, alors je ne sais pas pourquoi ça c'est un piège de la jeune équipe, effectivement, de mettre la présentation au milieu. Mais j'ai un petit peu de métier, donc je vais remonter facilement et gentiment. Merci Colline, merci Antoine. C'est les prénoms qui manquaient à Florence il y a un instant. Donc on a la chance d'avoir des sponsors qui nous ont suivis. On a la chance d'avoir des données précieuses, très largement inexploitées, qu'on va vous présenter. Alors les questions, elles sont triviales, elles sont même d'une simplicité biblique. Est-on fidèle ? À quoi est-on fidèle ? Une marque, un produit, une voiture, une techno, un commerçant, un distributeur ? Pourquoi est-ce qu'on est fidèle ? Par habitude, par lassitude, parce qu'on ne se pose pas de questions, parce qu'on n'aime pas le changement, ou activement, parce qu'il y a de bonnes raisons de l'être, ou de ne plus l'être. Donc les questions énumérées comme ça, elles sont très simples pour un enjeu qui est absolument stratégique, de moins en moins de clients, sont de plus en plus rares, et donc il vaut mieux les fidéliser si on veut continuer d'exister et de se développer. Voilà, c'est toute la problématique de ce nouvel événement, et qui, oui, j'espère, s'inscrira dans la durée, si vous êtes fidèle. Alors, le plan séquence pour cet après-midi, donc très rapidement, il y a des choses qui sont importantes, c'est les périmètres, les définitions, les données, parce qu'on a l'ambition de vous produire un travail de qualité, donc il faut qu'on soit bien au clair sur ce qu'on mouline comme données. Ensuite, on va avoir, avec mon collègue associé Grégoire, une séquence sur les chiffres de la fidélité, donc des chiffres inédits, nouveaux, qu'on va découvrir ensemble. Et à chaque fois, il y aura une alternance entre la présentation, non pas ex cathedra, parce que je vous invite à nous interrompre, à nous questionner en temps réel, parce qu'on n'est pas si nombreux, et puis un deuxième temps qui sera peut-être plus un temps d'analyse, de réflexion, avec des décideurs, acteurs, M. Buros et M. Michaeli. On fera une pause après ces deux premiers temps, et puis on rentrera dans quelque chose qui est assez nouveau, qui se développe très puissamment et qui vient interférer sur toutes les dimensions de comportement d'achat automobile et de fidélité, à savoir la LOA. Voilà, et on enchaînera avec une nouvelle table ronde que Florence animera magistralement. Alors très rapidement, mais c'est très important. On va travailler essentiellement, pour ne pas dire quasi exclusivement, avec les données du SIV, système d'immatriculation du véhicule, qu'on appelait encore il y a quelque temps le fichier central des cartes grises. Vous achetez une voiture, vous avez une carte grise sur laquelle on a un certain nombre d'informations très intéressantes. Votre nom, votre âge, votre adresse, la date d'immatriculation de votre véhicule, pas mal de ces données techniques, son énergie, sa propulsion, sa cylindrée, ses émissions de CO2, etc. Et ça nous permet d'avoir un fonds d'informations colossal, et c'est celui-ci qui est très largement inexploité pour faire de l'intelligence marketing. Et pour avoir accès à cette information du fichier central des cartes grises, du système d'immatriculation de véhicules, c'est une délégation de service public du ministère de l'Intérieur, il y a une cinquantaine d'années. Il y a peu de temps encore, c'était un monopole. Le monopole est tombé il y a 5 ans. Et aujourd'hui, très très peu de maisons ont accès à ces données. Il faut payer une licence, une patente, qui vous donne le droit d'exploiter les statistiques, ou, et c'est encore un peu plus compliqué, un peu plus cher, les nominatives, pour faire de l'opérationnel et du commerce. Pour faire les analyses et vous présenter les résultats de cet après-midi, il fallait avoir accès à ces données. Seaways n'a pas accès à ces données, mais Dataneo, la société que je vous présente et qui travaille déjà avec beaucoup de constructeurs et de distributeurs, a bien voulu nous confier ces données pour les analyser et vous en faire profiter. Voilà, donc je voulais faire un clin d'œil aux équipes de Dataneo qui sont en déplacement aujourd'hui et qui, croyez-le bien, le regrettent fortement. Seaways, très jeune maison, puisqu'elle a seulement quelques mois, fondée sur la volonté d'exploiter les innovations qu'offrent les data science pour accompagner les acteurs du monde du commerce, du marketing, et notamment celui de l'automobile. On fait du marketing d'anticipation, du très long terme, de la prospective,
quel sera le terrain d'expression de mes futurs produits, de mes futurs services, ce qui nous permet de faire des études prospectives, de concevoir des offres commerciales, comment évoluer pour aller capter les futures clientèles, en France et dans le monde. Et puis, l'anticipation, c'est aussi le très court terme, l'opérationnel. Comment anticiper le comportement de mes clients et de mes prospects à très court terme. Donc les équipes de data scientists de Seaways vont sourcer dans la big data, partout où c'est possible, toutes les bases de données, publiques, non publiques, scroller, scraper, etc. Elles modélisent ces informations, et là on passe de la big à la smart data, un peu intelligent. Les téra gigas de données, c'est bien, mais les exploiter pour en faire quelque chose de smart, c'est encore mieux. Et ensuite, on conseille, et là on est dans la valuable data, la data qui vous est utile, qui vous permet de vous développer. Donc les modèles, le quanti, c'est très bien, mais on ne peut y arriver à cette promesse du big au valuable, c'est en ayant par ailleurs une expertise de tous les inducteurs de changement des comportements, des sciences humaines, de la macroéconomie, de la démographie, de la réglementation, de la technologie, de la digitalisation. Voilà, j'ai certainement été trop long, mais c'est toute la promesse, toute l'ambition en tout cas de la société que nous avons créée. On rentre dans le vif du sujet, on parle de fidélité, on va aller s'amuser avec les fichiers du système d'immatriculation de véhicules et on va vous montrer des choses nouvelles. Alors fidélité, qualité de quelqu'un, j'ai le même handicap que Florence. Soit je vous vois, soit je vois ce que je lis. Qualité de quelqu'un qui est constant dans ses choix, ses affections, ses habitudes. C'est limpide, c'est clair, c'est la définition de Larousse pour la fidélité. Et ça nous allait très bien, on ne change pas un mot, parce que dans l'automobile, nous, fidélité, et aujourd'hui, cet après-midi, si vous en êtes d'accord, ce sera le pourcentage de clients d'une marque qui reste dans la marque quand il renouvelle son véhicule. Vous le savez, hein, dans l'Europe occidentale, les renouvelants, c'est plus de 95% du marché. Donc il est intéressant de voir si on change et qu'on conserve la même marque. C'est donc la fidélité. Je change mon véhicule, est-ce que je reste oui ou non dans la marque? Le complémentaire, c'est l'attrition. Je change de véhicule, je change de marque. C'est un anglicisme, attrition, c'est pas très joli, mais on va le conserver pour aujourd'hui. Si je change de marque, je suis dans l'attrition. Donc vous avez un client de la marque Renault qui change de véhicule. Soit il est fidèle, soit il sort. Tous les clients Renault, à la fin, si vous sommez à fidélité et attrition, vous êtes à 100%. Donc voilà, c'est une logique de destination. Vous partez d'une couleur, d'une marque. Si vous arrivez dans la même couleur, vous êtes fidèle. Si vous changez, vous êtes dans l'attrition. Alors, ça peut paraître un peu trop didactique peut-être, mais vous allez voir qu'on va assez rapidement se faire des nœuds au cerveau. On peut se tromper, donc c'est bien de commencer par le début, d'y aller doucement. Il y a une autre logique qui parfois est employée, et on voit très régulièrement dans les médias l'erreur qui est faite. Alors pas dans AutoActu, on est beaucoup trop rigoureux dans AutoActu pour faire ce genre d'erreur, mais si on regarde non pas la logique de destination, mais celle d'origine, on regarde parmi les gens qui ont acheté les Renault cette année, ceux qui viennent de la marque. Là, on ne parlera pas de fidélité, on parlera d'attachement, donc c'est la logique d'origine. Et puis, s'ils ne viennent pas de Renault, là, oui, on peut parler de conquête. On parle de conquête, et donc on n'est plus dans la complémentarité, pas dans le corollaire direct. Donc nous, on est bien dans tout ce qui va suivre cet après-midi, dans la logique de destination, est-ce que je renouvelle dans la même marque? La base de données, j'en ai beaucoup parlé, des millions de flux d'immatriculation, en neuf, en occasion, une profondeur historique, 32 millions de lignes pour le parc, qui permet donc de faire des analyses dans tous les sens, par marque, par modèle, par version, par type de propulsion, puissance. La problématique est importante avec les évolutions fortes sur le diesel et bientôt l'électrique. Par type d'achat, VOVN, on peut les travailler par zone géographique si vous voulez booster une plaque plutôt qu'une autre. Je termine sur le périmètre. Les chiffres arrivent bientôt, rassurez-vous. On est donc en France métropolitaine et corse. On est sur les véhicules particuliers. Donc cette fois-ci, on changera peut-être à l'avenir, mais cette fois-ci, on ne va pas parler d'entreprise, on ne va pas parler de véhicules utilitaires légers. On avait déjà fort à faire avec le véhicule particulier. On ne s'intéresse qu'aux ménages, à l'exclusion de toutes les sociétés, sous quelque forme que ce soit. On va travailler sur 3 années principalement, très principalement 2016, parce que c'est la plus récente terminée. Donc comme ça, on s'affranchit des problèmes de saisonnalité. Mais on va faire un ou deux reculs sur 2015 et regarder ce qui s'est passé au premier semestre 2017. Et puis, on va travailler sur des parcours d'achat. Parcours d'achat, des chroniques de renouvellement. On va travailler sur 1 100 000 renouvellements.
voyez là, on est déjà un peu dans l'ère de la big data. On n'est pas dans l'enquête avec quelques milliers de ménages. On est sur l'exhaustivité des renouvellements, des parcours. Alors Grégoire, tu nous présentes un parcours ? Je peux le faire. Bonjour à tous. Je vais mettre ma casquette d'analyste. Simplement pour que ce soit très clair sur ce que c'est qu'un renouvellement. C'est évidemment quand je cède mon véhicule et que j'en rachète un autre dans le même temps. On prend juste 2-3 exemples rapidement. On va prendre l'exemple de Madame Truchot, aussi pour voir qu'un ménage peut avoir plusieurs parcours, peut avoir plusieurs renouvellements, le renouvellement du véhicule principal et le renouvellement du véhicule secondaire. Avec cet exemple, vous allez comprendre qu'on n'est plus vraiment dans l'unité du véhicule, mais on est vraiment dans l'unité du foyer. Ici, Madame Truchot, elle a une Peugeot 107 achetée en 2008 qu'elle revend en 2011, en décembre 2011. Dans le même temps, dans le même intervalle de 4 mois, elle va acheter une Renault Mégane. Donc ici, dans ce cas-là, on va faire le rapprochement, on va estimer que c'est un renouvellement puisque le temps entre la cession et l'immatriculation est faible. Par contre, elle a acheté en 2015 une Renault Clio. Là, il n'y a pas eu de renouvellement puisque ça ne correspond pas à une date de cession et on est bien sur un deuxième parcours et donc un véhicule complémentaire. Voilà. Donc on a bien fait la distinction au sein d'un même foyer sur les différents parcours possibles. Voilà, alors après, elle peut aller acheter d'autres véhicules. Et puis, deuxième exemple, il se trouve qu'elle a vendu sa Peugeot 107, qu'on arrive à tracer avec son code VIN, en 2011 à Monsieur Pignol. Et donc, ça va créer un deuxième parcours. C'est le parcours de Monsieur Pignol qui donc va acheter sa Peugeot 107 et qui peut éventuellement acheter une Jaguar également, mais qui va être un deuxième véhicule du foyer, remplacé par une Audi A7 dans ce cas-là. Donc vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a renouvellement, c'est-à-dire qu'on arrive à distinguer dans l'ensemble des 20 millions de flux une date de cession et une date d'immatriculation qui sont proches, on a ce lien qui va nous servir de base pour le calcul de fidélité. Et c'est tous ces liens-là qu'on va observer afin d'estimer si on est en train de renouveler au sein de la même marque ou au sein d'une autre marque. Alors, les parcours de segment, les parcours d'énergie. Et on est bien sur des personnes, hein, ce sont des personnes qu'on suit en profondeur historique et pas des véhicules. Voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit sur les périmètres, les enjeux. On va rentrer encore plus dans le vif du sujet. Pourquoi se poser la question de fidélité ? J'en ai déjà un peu parlé. Hein. Le client se fait rare. On est pourtant dans une fenêtre macroéconomique de conjoncture plutôt heureuse. Ça va durer encore quelques mois, quelques trimestres. Et puis, on continuera de voir la part des ménages se réduire. Le poids des ménages dans les immatriculations, hein, c'était 75% des ventes aux particuliers en 1990. Sur le premier semestre 2017, qui vient de se terminer, on n'est plus qu'à 47%. Donc, on a une taille de gâteau qui se réduit, donc quand on a des clients, mieux vaut les garder. On a, et ça c'est intéressant, on ne va pas se précipiter et faire d'erreurs, on a l'âge moyen de l'acheteur qui était d'un véhicule neuf, qui était de 44 ans en 1990 et qui au dernier pointage était à 56 ans en moyenne. Ça change très très vite, hein, une demi-année par an. 44 ans, on a encore des enfants à la maison, on est encore accédant à la propriété, on est encore dans une phase d'ascension professionnelle, normalement. 56 ans, c'est autre chose. On a fini, on a payé, les enfants sont partis, et puis l'essentiel de la carrière est fait. Pas le même comportement du tout. Et vous allez voir que l'âge est vraiment crucial. Fait nouveau, et on va de fait y passer presque une heure cet après-midi, la LOA qui n'existait quasiment pas, et on a deux auteurs, deux responsables dans la salle, donc on va en profiter, s'est mis à accélérer depuis 2-3 ans et pèse aujourd'hui quasiment le tiers des achats des ménages. Et quand on a une LOA, on a normalement un renouvellement programmé, donc sur les problématiques de fidélité, vous en conviendrez, c'est important. Autres chiffres en trompe-l'œil sont des chiffres qui montrent à quel point les clients ont changé, le commerce a changé également, et il faut s'en soucier et réfléchir en prospective. La durée de détention d'une voiture. La durée de détention d'une voiture, c'était 3,7 ans en 1990, c'est aujourd'hui 5,4 ans. Mais là, pour le coup, quand on dit que certaines moyennes, parfois, racontent des bêtises, on est en plein dedans. Ce qui se passe sur les durées de conservation, c'est qu'on a une polarisation des comportements entre, d'une part, et on l'a entendu dans les conférences VO et aftermarket d'AutoActu, d'une part des gens qui conservent leur véhicule de plus en plus longtemps, qui font durer pour des raisons économiques ou de préférence, et puis ceux qui renouvellent de plus en plus vite, et notamment grâce ou à cause de la LOA, qui nous amène donc à des comportements très différents. Et puis un dernier fait de marché, qui va avoir des implications sur la fidélité, c'est la chute du diesel
et vous changez de motorisation, c'est un risque pour certains, une chance pour d'autres, d'aller changer de crèmerie, en choisir une propulsion et un spécialiste d'une autre propulsion. Voilà, tout ça change fortement. Je vous ai dit que l'acheteur moyen d'un véhicule neuf était de 56 ans. Donc on fait un petit peu d'analyse par âge. Si on est sur ce graphique, on est sur cette animation, ce sont des données fictives pour vous initier très rapidement ou vous rappeler plutôt l'analyse des cohortes et les risques qu'on peut faire, les erreurs qu'on peut faire à aller un peu trop vite dans une analyse par âge. Si on prend le choix d'une marque, on va dire que c'est dans l'automobile, en fonction de l'âge, et qu'on a cette courbe-là pour la marque en question, si vous êtes patron du marketing, du commerce de la marque, vous pouvez vous dire tout va bien. Les démographes et Champarneau me disent que les clients vieillissent. Or, moi, plus ils sont vieux, plus ils achètent ma marque. Tout est bien, je vais avoir de plus en plus de clients. Erreur fatale. Si on ne prend pas l'instantané, mais le film, pas la photo, mais le film, et qu'on regarde le taux de choix de la marque en suivant les cohortes dans le temps, les gens qui sont nés en 1935, les gens qui sont nés en 45, en 55, etc., on voit qu'en fait, il n'y a pas d'effet d'âge. On reste dans le même taux de propension d'achat de la marque, mais à mesure que le temps va passer et que les anciennes générations qui sont nées en 35, en 45 vont, on leur souhaite le plus tard possible, mais un jour ou l'autre, elles vont disparaître de la circulation, on va se retrouver avec un taux d'achat de la marque qui va, au contraire, diminuer. Donc c'est ce qu'on appelle un effet générationnel. Ça, c'était pour rentrer dans la gymnastique qui n'est pas toujours immédiate. Et quand on regarde, donc contrairement à ce qu'on pensait, plus le temps passe et moins on achète la marque. Donc là, on a plutôt l'enfer générationnel gravé dans le marbre. Et quand on regarde les vrais chiffres, là je suis allé faire de la paléontologie, je suis allé chercher dans mes premières études dans différentes sources et j'ai regardé, là ce sont des vrais chiffres de fidélité, toutes marques confondues, des renouvelants. On est parti de 1985, c'est mes premières données, jusqu'à, on a réussi à avoir 2015 en piochant à gauche, à droite. Et on peut voir que donc les cohortes partent de 85 à 2015. La bleu ciel, on va se concentrer sur deux. La bleu ciel, ce sont les gens qui sont nés en 1950, on va les appeler mai 68. Ils avaient 20 ans au moment des événements. Et ici, on va les appeler, ils sont nés plutôt en 1960, donc ils avaient en 1980, on peut les appeler 80s. Eh bien, on peut voir qu'au même âge, à 50 ans, ceux-ci, ou 55 ans, aujourd'hui, ils sont fidèles à 50%, quand leurs grands frères, leurs aînés de 10 ans plus vieux, étaient fidèles à 60 ans. Donc on a un décrochage, pardon, à 60%, oui, absolument. Donc on a bien un décrochage de génération par rapport à la fidélité. Et ça doit nous interroger. Alors, pas de conclusion hâtive, on est allé un peu plus loin que l'analyse par âge. Il n'y a pas que les générations dans la vie. Les comportements peuvent changer, il n'y a pas de fatalité, mais à la seule aune générationnelle, toute chose égale par ailleurs, on a un risque sur la fidélité. Voilà, les premiers chiffres, on va rentrer dans le détail. Globalement, s'il y a un chiffre à retenir de cet après-midi, 57%. C'est le taux moyen de renouvelant fidèle en 2016. Parmi tous ceux qui ont changé une voiture en 2016, 57% ont renouvelé dans la même marque. Si vous êtes au-dessus, vous êtes une marque plus fidélisante. Si vous êtes en dessous, vous êtes une marque moins fidélisante. On vient de le voir, les plus anciens, aujourd'hui, sont les plus fidèles. Les jeunes sont les moins fidèles. Et on vient de dire que probablement les futurs vieux, si vous me passez l'expression, seront moins fidèles que les seniors actuels. Le département le plus fidèle, mais on a mis le deuxième parce qu'on se doute tous pourquoi c'est celui-ci le plus fidèle, c'est le département du Doubs. Il y a une marque qui est chère aux habitants. Et donc on est à 65%. Le deuxième, c'est la Sarthe, 66% pardon, pour le Doubs, 65% pour la Sarthe. Et le département le moins fidèle, au-delà de la géolocalisation, c'est le différentiel qui me semble vraiment intéressant de relever. C'est 15 points de différence entre le plus fidèle et le moins fidèle du département, la Corse étant le pays où les gens zappent le plus quand ils changent leur voiture. Vous voyez la petite cartouche ici qu'on retrouvera à chaque fois, c'est pour ça, j'ai oublié de le dire. On a dû faire beaucoup de conventions parce que Florence nous avait laissé peu de temps. On aurait pu faire du neuf vers neuf, on aurait pu faire de l'occasion vers le neuf, on aurait pu faire dans tous les sens. On a choisi de prendre les renouvelants qui changent une voiture qu'ils avaient achetée neuve et d'occasion pour en acheter une neuve. C'est ce qui nous semblait à choisir le plus intéressant. Mais on pourrait aller faire des tris, vous vous en doutez, absolument dans toutes les dimensions. Le
la silhouette de carrosserie qui fidélise le plus à la marque, non pas à la silhouette. Là aussi, on aurait pu s'amuser à regarder de silhouette à silhouette. On regarde dans les silhouettes ceux qui sont dans une marque et qui restent le plus dans la marque. La plus fidélisante, c'est le crossover SUV, 63%. Le segment de gamme le plus fidélisant, c'est le segment C. Et puis, deuxième podium qu'il faudrait retenir cet après-midi, et on va rentrer dans le détail, et compte tenu des invités aujourd'hui, moi ça m'allait bien, que les deux premiers véhicules fidélisants soient Zoé et Kadjar. Kadjar dans l'ordre, et puis ensuite Zoé. Prius en troisième position, qui nous donne à penser que la propulsion, le powertrain est probablement un vecteur de fidélisation. Et on le prouvera dans le temps, ça, parce que pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de concurrence dans le véhicule électrique, à part nos amis de Nissan qui sont en face, donc il ne faut pas que je les oublie avec la Leaf. Mais côté hybride, c'est encore un peu rare, donc on ne peut pas encore dire avec certitude que c'est l'énergie, mais on en a quand même fortement l'intuition, on doit le dire. Voilà, c'était les grands chiffres. Maintenant, je vais laisser la partie la plus compliquée, celle du détail, des explications, à Grégoire, qui va suivre le chemin suivant, les marques, les modèles, les segments, les énergies, les profils clients, âge, genre, et puis les territoires. À toi. Allons-y, vous allez voir, ça ne va pas être beaucoup plus compliqué. On va commencer par le plus piquant, c'est-à-dire les marques. Donc on aurait pu faire un grand show avec des récompenses, etc. On n'a pas voulu faire ça, évidemment, puisque l'idée, ce n'est pas forcément de montrer le classement, mais c'est de montrer une nouvelle méthodologie, une nouvelle façon de regarder les choses. Vous l'avez vu sur plus d'1 million de renouvellements. On essaie de voir un petit peu quelles sont les marques qui ressortent comme étant très fidélisantes. Donc voici le classement que vous avez donc sous vos yeux. Je vais le commenter un petit peu avec vous. La marque aujourd'hui qui apparaît la plus fidélisante sur 2016 dans l'ensemble des renouvellements qu'on a screenés, c'est la marque Toyota. Donc félicitations, je crois qu'il y a Jérôme qui est ici. Je pense que c'est une petite surprise parce qu'Eric a commencé à le déflorer, on en reparlera un tout petit peu tout à l'heure. Il y a une vraie fidélité à l'hybride qui est connue, qui est reconnue maintenant et qui font des possesseurs Toyota, des gens qui sont extrêmement fidèles à leur marque. Il y a aussi une vraie signature stylistique et voilà, les deux mis ensemble font de cette marque une marque très fidélisante. On voit que les marques françaises sont aussi très bien positionnées en 3e et 4e position. Il y a aussi évidemment derrière ça, et j'en reparlerai un tout petit peu, un protectionnisme, pas dire économique, mais en tout cas un patriotisme au niveau de la marque, hein, qui est un petit peu moins fort qu'il y a quelques années, mais qui existe toujours. Et puis il y a des marques qui arrivent à se dénoter, notamment c'est le cas de marques comme Mini, comme Smart, qui sont aussi historiquement des marques très fidélisantes, parce qu'elles sont sur un segment qui est véritablement à part. On voit, et je vais en reparler ici, là vous voyez toutes les marques pour ceux qui souhaitent chercher leur marque ou les marques qui les intéressent. Ce qui est intéressant de voir dans ce classement, c'est qu'il n'y a pas vraiment de choses qui se dénotent au niveau notamment de la gamme de prix. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser qu'on avait une fidélité beaucoup plus forte aux marques premium. On aurait pu penser que selon la nationalité de la marque, etc., il y aurait des différences. Eh bien, pas tant que ça. On retrouve dans les tops à la fois des marques généralistes, à la fois des marques plutôt premium. Et on retrouve Dacia, vous voyez, qui est très bien placé, bien qu'un peu plus jeune, entre guillemets, mais qui a réussi à avoir des taux de fidélité très bons. Donc il n'y a effectivement pas vraiment un positionnement gamme de prix qui est forcément le gage de la fidélité. On peut avoir une grande fidélité et être une marque généraliste, voire low cost. Deuxième aspect qu'on a voulu illustrer par ce mapping, il n'y a pas non plus forcément de lien direct avec la part de marché. On pourrait se dire, évidemment, plus ma marque est importante sur le marché, plus les gens y sont fidèles, puisque c'est assez facile d'y revenir, elle a une visibilité, elle a une aura qui est supérieure aux autres. Alors il y a un petit lien, oui, effectivement, c'est le cas pour des marques importantes, hein, comme Peugeot, comme Renault, comme Volkswagen, mais ce n'est pas forcément gage de fidélité. On a certains, je ne vais pas dire mauvais élèves, mais qui sont un petit peu en dessous, comme Citroën, comme Opel, par exemple, en termes de fidélité, et pourtant qui ont une place de marché assez importante. De l'autre côté, vous voyez tout un tas de marques un peu plus petites en termes de marché, mais qui ont arrivé à construire autour d'une niche une fidélisation et une communauté, on pourrait dire, importante de leur clientèle. C'est le cas de Lexus, c'est le cas de Smart et Mini que j'ai cité. C'est également le cas d'Honda, dont je redirai un mot tout à l'heure. Et vous voyez que nos trois grosses marques premium, finalement, elles se retrouvent un petit peu au milieu de tout ça, hein, BMW, Mercedes, Audi. Et on va le voir, elles essaient de se partager le gâteau. Il y a beaucoup de conquêtes entre elles, notamment, ce qui ne leur permet pas d'avoir des taux de fidélité très élevés.
Alors à partir de ça, on peut construire un certain nombre d'analyses. Alors vous en voyez une, alors c'est un petit peu dommage parce qu'on avait une jolie animation qui n'est pas forcément passée ici, mais vous voyez un petit peu l'idée, c'est-à-dire de voir un petit peu tous les chemins qui existent entre chacune des marques, et notamment pour essayer de voir quels sont les environnements concurrentiels le plus proches et quels sont les leviers de conquête, enfin en tout cas les possibilités de conquête au sein des autres marques. Donc là, évidemment, sur ce type de graphique, la taille de la flèche est proportionnelle au lien qui existe entre chaque marque. Voilà, vous imaginez bien un petit peu ce qu'on peut faire. Vous voyez en haut les marques premium, au milieu ce que nous on a appelé donc l'antichambre du premium, et puis les marques un peu plus généralistes vers le bas, et les liens qui existent entre chacune de ces marques. Donc l'idée, c'est pas de les détailler ici, mais sachez que voilà, avec plus d'1 million de renouvellements, on peut faire beaucoup de choses. C'est aussi intéressant d'avoir le film, c'est-à-dire l'évolution de ces taux de fidélité. Je vous ai montré le classement, mais il y a également de belles progressions de plusieurs points entre 2015 et 2017 dans un contexte qui a été finalement plutôt assez stable. Si on avait pris une série longue, il faut savoir que les taux de fidélité sont quand même en baisse. Je crois qu'Eric l'a un petit peu évoqué. C'est dû au comportement un peu plus à peur des clients, notamment des nouvelles générations, et puis c'est dû aussi au nombre de marques qui est quand même légèrement supérieur à ce qu'on avait il y a une dizaine d'années. Mais entre 2015 et 2007, ça n'a pas trop bougé, sauf pour certaines marques, dont vous voyez ici le classement. Alors, vous avez des marques, notamment asiatiques, comme Kia, comme Honda, comme Toyota, qui ont vraiment bien progressé. C'est aussi des marques qui sont reconnues, enfin qui ont été reconnues dans d'autres classements, comme étant des marques ayant vraiment amélioré l'expérience client. Je pense notamment à Honda, qui est une marque qui a gagné beaucoup de prix récemment. Et donc, ce n'est pas si étonnant de les voir dans l'avéré, puisque là, on est vraiment dans la donnée avérée, des renouvellements très forts des possesseurs de cette marque qui continuent à acheter au sein de la marque. Alors, on a aussi voulu vous montrer ce que Eric appelait la conquête tout à l'heure, c'est-à-dire au sein de chaque marque, la part des possesseurs qui provenaient d'une autre marque auparavant. Alors c'est un petit peu le corollaire aussi, puisqu'on retrouve aussi beaucoup de petites marques qui finalement ont un peu de mal à fidéliser leurs clients et qui sont plutôt dans un process de renouvellement assez large de leur clientèle chaque année. C'est le cas d'une marque comme Jeep, par exemple, qui a fait des très bons résultats en 2016. On retrouve aussi Dacia, qui a fait une très bonne année 2016 et qui est à la fois bien classée en fidélité et bien classée en conquête. Et puis de marques plus petites, notamment des marques asiatiques qui ressortent assez nettement là-dessus. Voilà, on vous a résumé le classement des 10 marques qui sont en conquête, qui ont la plus grosse part de leurs clients qui proviennent d'autres marques, les plus conquérantes. Alors, autre clé de lecture, on a là parlé des marques, les univers de marques. Là aussi, on a des univers de marques très marqués, ce qui veut dire que quand bien même on ne resterait pas au sein de sa marque, on ne va pas aller chercher une marque qui est positionnée extrêmement loin en termes d'univers de marque. Alors, quand on parle d'univers de marque, on peut commencer par parler, entre guillemets, nationalité, en tout cas, séparer les françaises et les importées. Vous voyez que les taux sont au-dessus de 80%, ce qui veut dire que quand on a une marque française, il y a plus de 4 chances sur 5 que le véhicule suivant soit également une marque française, quand bien même on passe éventuellement de Renault à Peugeot ou de Citroën à Renault. Il y a des chemins qui parcourent, mais grosso modo, il y a quand même une grande fidélité à ce type de marque. Idem pour les importés. Quand on est passé d'une marque importée, on a tendance à y rester. Et notamment, il y a un gros nationalisme qui existe. On l'a vu notamment chez les Coréennes, chez les Japonaises, avec vraiment de gros liens. Je n'ai pas passé de temps sur le schéma tout à l'heure, mais de gros liens entre l'ensemble de ces marques. Et puis au sein du premium, que j'évoquais tout à l'heure, là aussi, dans les fameuses 3 principales marques qui font plus de 10% de marché à L3, on a un renouvellement à 66%. Donc 2 chances sur 3 que, après avoir possédé une de ces marques, je reste dans le même univers. Et donc il y a vraiment un enjeu pour ces 3 marques, à la fois de fidéliser à leur marque, mais surtout de ne pas perdre de clients par rapport à son concurrent, quand on sait qu'il y a une guerre des volumes qui est quand même assez importante. Les modèles, Eric présentait le top 3 tout à l'heure. Vous avez un petit peu plus de modèles pour voir un petit peu comment ça peut... comment vos modèles peuvent se positionner. Vous voyez qu'il y a des marques assez différentes tout de même. Donc Renault en tête avec Kadjar et Zoé. Alors il faut prendre un petit peu des pincettes. Kadjar, c'est un modèle qui est très récent, qui a à peine 2 ans. Donc il n'y a pas beaucoup de renouvelants. C'est des renouvelants qui vont avoir tendance à rester chez Renault. La Zoé aussi, on va le voir, c'est une fidélité avant tout à l'électrique. Il n'y a pas 56 modèles électriques aujourd'hui, enfin en tout cas qui ont la part de marché de la Zoé. Alors c'est intéressant d'aller un petit peu plus loin, de voir le 2008, la 208, le CLA aussi, qui est vraiment très bien classé. On voit que
sur ces segments élevés, on a des taux de fidélité quand même assez importants. Et puis des marques comme Volkswagen, comme Ford arrivent également à positionner des véhicules assez hauts dans le classement de fidélisation. Donc là, on parle bien de la fidélité à la marque, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement sur la fidélité au modèle, mais comment le modèle qui est possédé va fidéliser à la marque. Après, il peut y avoir de l'upsell au sein de la marque, c'est-à-dire une montée en gamme vers un véhicule de classe supérieure. Justement, quand on regarde les silhouettes de carrosserie, Eric l'a évoqué, c'est bien le crossover SUV qui a le meilleur taux de fidélisation à la marque. Donc, amener un client vers votre SUV, c'est la meilleure façon de le rendre captif, au-delà évidemment de la valeur générée par le produit. Il n'y a pas mieux pour fidéliser votre client à votre marque. C'est moins le cas évidemment des berlines, bon, c'est un segment qui est un peu plus gros, et c'est encore moins le cas des cabriolets, qui est un secteur quand même très concurrentiel et dans lequel il y a des mouvements assez forts d'une marque à une autre. Et donc finalement, un client cabriolet, c'est un client qui est fragile. En tout cas, plus fragile que sur des SUV, des breaks ou des monospaces. Si on voit plutôt la vision segment, donc sur la classification habituelle, même si bon, chacun peut avoir des petites différences de classification. En gros, on vous a mis quand même un certain nombre de modèles pour que vous puissiez vous y repérer. Alors, le segment le plus fidélisant, on ne l'a pas mis tout à l'heure, c'est le segment AA. Ce sont les micro-citadines. Donc il y a deux modèles principalement, c'est l'IQ et la Smart. Donc c'est vraiment tout petit, on ne l'a pas forcément mis en avant, mais sinon c'est plutôt autour du segment C qu'on va avoir des taux de fidélisation importants, aux alentours de 61%. Voilà. Il n'y a pas de grosses différences au niveau des segments en termes de fidélité, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant pour piloter la montée en gamme au sein de vos gammes, justement. Et puis parlons un petit peu des énergies. Alors les énergies, donc, vous les connaissez, on a remis les parts de marché évidemment parce que c'est difficile de comparer de l'électrique où l'offre est assez faible avec du diesel ou de l'essence. Mais bon, ce qu'on voit, voilà, c'est que quand aujourd'hui on a un véhicule électrique ou un véhicule hybride, on a 4 chances sur 5 d'être fidèle à sa marque. Donc évidemment, quand on a ça dans son portefeuille de produits, on a une bonne chance de pouvoir conserver ses clients. Donc c'est un levier technologique, mais c'est aussi un levier de captation d'une clientèle qui est très fidèle à ces énergies-là. Et puis entre diesel et essence, vous le voyez, il n'y a pas vraiment de différence en termes de fidélisation à la marque. C'est entre les véhicules diesel et essence au sein d'une même gamme. Il n'y a pas de grosse différence. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde, et là on change un tout petit peu le curseur, on parle de fidélité à l'énergie, c'est de savoir ceux qui ont une essence, est-ce qu'ils vont rester dans l'essence, et ceux qui ont du diesel, est-ce qu'ils vont rester dans le diesel. Voilà, la réponse, vous l'avez ici. Une réponse qu'on peut un peu attendre vu le contexte actuel, c'est qu'aujourd'hui, on a 90% de fidélité à l'essence, donc très grosse probabilité de racheter une essence, et on a une attrition assez forte sur le diesel, à peine au-dessus de 50%, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un possesseur de diesel qui arrive dans une de vos concessions, il a une chance sur deux de basculer sur une autre motorisation. Donc ça, c'est évidemment hyper important de pouvoir accompagner ce switch. Et bon, électrique, hybride, ici, c'est un petit peu moins intéressant. Et puis, dernier angle d'analyse pour cette première partie, c'est une analyse par type de client, évidemment, qui sont les plus fidèles, par sexe, par âge, par localisation géographique. Voilà les classements par département. On a vu les flops et les tops tout à l'heure. Ce qui est intéressant, comme disait Eric, c'est le différentiel. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 15 points de différence entre un département et un autre. Et donc, en fonction du positionnement de votre réseau, les leviers ne sont pas forcément les mêmes. Et surtout, les probabilités de conserver vos clients sont légèrement différentes. Et vous voyez que finalement, les départements les moins denses, dans lesquels aussi il y a les populations les plus âgées, sont les départements dans lesquels on est historiquement assez fidèle à sa marque. Peu de surprises. Alors, ce que vous ne voyez pas forcément un petit peu dans le flop, c'est qu'on va avoir beaucoup de départements du Sud-Est et de la Savoie, qui sont des départements d'ailleurs dans lesquels il y a un pouvoir d'achat qui est beaucoup plus élevé que la moyenne. Donc, c'est quand même des départements à fort enjeu. Et vous voyez sur cette carte un petit peu de chaleur, on pourrait dire la répartition entre les taux de fidélité. Et vous voyez qu'on peut couper un peu la France en deux, entre une partie ouest dans laquelle on est très fidèle et une partie est dans laquelle on est un petit peu plus volatile. C'est notamment le cas au nord-est, Champagne-Ardenne, Alsace-Lorraine. C'est le cas donc plutôt dans la région savoyarde, et puis c'est le cas pour le tour méditerranéen au sud-est, dans lequel les taux de fidélité à la marque sont un peu plus faibles que sur le reste du territoire. Donc il y a des vraies disparités géographiques qu'il est intéressant de creuser et de constater. On essaiera de voir peut-être tout à l'heure dans les discussions s'il y a des interprétations à ce phénomène.
Et puis, je parlais âge et sexe. Alors, âge, on l'a un peu défloré, mais vous voyez que c'est, quand on regarde dans les bases de données du SIV, c'est absolument frappant, hein, les différences de fidélité entre la génération millennials, hein, les moins de 35 ans, et puis les plus âgés, sont énormes. Et donc ce comportement zapper de ces générations jeunes se confirme. Et ce qu'Eric mentionnait tout à l'heure, c'est qu'il risque de perdurer dans le temps, et donc que les 25-35 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, ils n'auront pas, la barre de l'histogramme n'atteindra pas celle de leurs aînés. Ça, c'est un phénomène qui est absolument fondamental à prendre en compte. C'est qu'il y a un vrai enjeu de fidélisation de ces clientèles jeunes, qui est un enjeu de long terme et qui est un vrai enjeu de lifetime value. Enfin, sur le sexe, enfin sur le genre, on va plutôt dire, eh ben, vous voyez une différence. Alors, je n'irai pas faire de commentaires spécifiques ou de parallèles sur ce graphe, mais effectivement, on voit qu'il y a une fidélité plus forte des hommes, au-delà de 56% par rapport aux femmes, sur les personnes dont nous avons réussi à avoir le genre. C'est une différence qui est assez nette, qui n'est pas vraiment une surprise, hein. On sait dans l'automobile que c'est plutôt comme ça, mais aussi dans d'autres secteurs, hein, globalement, dans beaucoup de secteurs de consommation, les hommes sont plus fidèles à leur marque. Alors juste pour creuser un petit peu quand même cet aspect-là, on vous a mappé les différentes marques selon la fidélité enregistrée sur les populations masculines et la fidélité sur les populations féminines qui sont en axe vertical. Et donc vous voyez en haut, hein, dans le plan du haut, les marques qui sont plus fidèles aux femmes qu'aux hommes, et dans le plan du bas, les marques qui sont plus fidèles aux hommes qu'aux femmes. Donc on va retrouver dans les marques plutôt qui génèrent de la fidélité chez les femmes, des marques comme Fiat et comme Mini, hein, qui aussi se positionnent beaucoup sur des modèles très féminins, et puis aussi Hyundai et Kia. Alors que sur les hommes, celle qui est la plus emblématique, c'est BMW, évidemment. Enfin, évidemment, c'était pas forcément sûr, mais il se trouve que ça a déjà été prouvé dans d'autres études. Voilà un petit peu pour ce carottage de la fidélité sous différents angles, pour vous donner un aperçu de ce qu'on peut obtenir de ce type de données. Ce qui va être intéressant peut-être dans les échanges qui vont suivre, c'est de voir un petit peu comment on peut piloter cette fidélité, hein, quels sont les leviers qui peuvent être actionnés pour l'améliorer. Ce qu'on observe en tout cas, c'est qu'il y a une disparité assez forte entre les marques, qui est due aussi aux univers, hein, qu'ils ont réussi à construire, et donc à la captivité de leur clientèle. Et également un enjeu assez fort sur l'énergie actuellement, puisque les renouvelants, notamment de véhicules hybrides électriques, ont une très forte tendance à renouveler au sein de cette énergie-là. Et les marques qui arrivent à se distinguer là-dessus sont celles qui ont aujourd'hui les meilleurs taux de fidélité.